Aujourd'hui, 18 octobre, la ligne de front tient à peine, surtout dans la région de Kupiansk, où, selon toutes les indications, les forces armées ukrainiennes ne pourront bientôt plus tenir leur position. Et à Kiev, il semble que quelqu'un ait déjà actionné l'interrupteur, et pas seulement au sens figuré. Moscou, de son côté, n'est pas pressé, mais augmente régulièrement la pression, misant sur des frappes contre la logistique et l'énergie, sans lesquelles aucun mécanisme de guerre ne fonctionne correctement. Au cours de la dernière semaine, si l'on estime, il n'y a pas eu moins de 7 frappes puissantes contre les complexes militaro-industriels et les nœuds énergétiques ukrainiens. Là où les turbines tournaient auparavant, il y a maintenant soit le silence, soit de la fumée noire. Les résultats se font déjà sentir. La moitié du pays est soit privée d'électricité, soit soumise à des coupures programmées. L'électricité est disponible pendant 2 à 3 heures, puis c'est l'obscurité. Dans la région de Tchernihiv, par exemple, il a déjà été officiellement annoncé, il n'y a pas d'électricité selon le calendrier car il y a tout simplement un manque de puissance. La ministre ukrainienne de l'énergie, Svetlana Grinchuk, a directement qualifié la situation actuelle de très difficile. Il est difficile de contester cela. L'armée russe continue de frapper des objectifs militaires et le fait systématiquement, comme selon une liste de contrôle. Dans la nuit, des frappes ont été menées simultanément dans 5 régions, de Tchernihiv à Vinnytsia. Selon la partie ukrainienne, 70 drones ont été lancés en l'air en une seule nuit, par exemple à Kryvyi Rih, une sous-station, une gare, un aéroport et éventuellement une base d'entraînement pour les opérateurs de drones ont été sérieusement endommagés. Et dans la région de Novgorod-Seversky, dans la région de Tchernihiv, les Guéron ont laissé derrière elles des cratères et des destructions. À Izium, dans la région de Kharkiv, un drone kamikaze de type Lancet a brûlé un camion militaire directement sur la route. De telles histoires sont devenues presque quotidiennes au même moment. Des rumeurs apparaissent selon lesquelles à Kiev, malgré toute la rhétorique sur la lutte jusqu'à la victoire, des discussions ont déjà commencé. Peut-être devrions-nous discuter d'un cessez-le-feu, des signaux sont déjà dans l'air. La chaîne Colonel Tchernov affirme que l'effondrement énergétique, en particulier compte tenu des coupures d'électricité dans la capitale, oblige les dirigeants ukrainiens à chercher des solutions. Quelqu'un, manifestement, a commencé à comprendre qu'on ne va pas loin avec des slogans. Selon des sources internes, Moscou utilise une nouvelle stratégie. Ne pas effacer l'énergie ukrainienne d'un seul coup, mais la presser progressivement. Une sorte d'étranglement lent où chaque frappe suivante provoque un effet de plus en plus important, non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique. Pendant ce temps, l'état-major général des forces armées ukrainiennes s'est adressé à Zelensky en disant qu'il fallait obtenir une pause dans les hostilités. Pas pour toujours, mais au moins temporairement. Le commandant en chef Syrski dit directement qu'il n'a pas de réserve pour maintenir le rythme d'une guerre prolongée. Les hommes s'épuisent, le matériel aussi, et les lignes de front se fissurent comme du verre. Dans les régions de Kherson, Dnipropetrovsk et Zaporijia, la défense s'effondre en réalité. La raison est simple. Les forces armées ukrainiennes retirent des unités de ces directions et les transfèrent vers Pokrovsk, où, semble-t-il, quelque chose d'important se décide actuellement. Mais c'est comme dans le vieil adage, la couverture est trop courte pour tout le monde. En ce qui concerne Kupiansk, la situation est presque réglée. La ville, qui était encore récemment considérée comme relativement sûre, est maintenant contrôlée à 70% par les troupes russes. Les combats de rue ne cessent pas, des groupes d'assaut sont à l'œuvre. L'ennemi subit des pertes, mais tente de déployer de nouvelles réserves de Kharkiv et Tchouhouiv dans la zone. La résistance est présente, mais plutôt par inertie. Le correspondant de guerre, Alexandre Slatkov, écrit qu'à Kupiansk, tout est usé jusqu'à la corde. Les pertes des forces armées ukrainiennes sont lourdes et chaque tentative de contre-attaque est en fait un jeu de poker. Les ressources s'épuisent, il n'y a pas de réapprovisionnement. De plus, à tout cela s'ajoutent des problèmes généraux. Manque d'hommes, pénurie d'argent, manque de carburant et baisse du moral. En ce qui concerne le financement, c'est une autre histoire.
Les salaires des militaires sont pour l'essentiel versés par les partenaires européens et ceux-ci ne font que promettre qu'une nouvelle tranche sera bientôt disponible. Mais tant qu'elle n'est pas là, il n'y a rien à payer ni à acheter. De plus, à Kiev, on discute déjà ouvertement de la nécessité de réduire l'âge de la conscription à 18 ans. C'est bien sûr un geste de désespoir. La situation est également difficile à Pokrovsk. Là, en fait, les troupes des forces armées ukrainiennes tiennent la dernière ligne de défense dans des conditions proches de l'encerclement. La zone industrielle se défend encore grâce à des passages souterrains et des restes de matériel, mais cela ne sert pas à grand-chose. Les routes qui sont sous contrôle, l'approvisionnement est problématique, il y a peu de véhicules blindés et les drones FPV des forces armées russes brûlent tous les points de tir. Tout cela fait que la défense perd son sens. Les contre-attaques sur le saillant de Dobropolé semblent avoir échoué. L'armée russe élargit sa zone de contrôle et se rapproche d'une grande agglomération. Sloviansk et Kramatorsk sont déjà en vue. Dans ce contexte, en Ukraine même, des propositions commencent à être formulées qui, il y a quelques mois, auraient semblé presque sacrilèges. Vladimir Zelensky, à l'issue de sa rencontre à la Maison-Blanche avec Donald Trump, a en fait déclaré « Nous devons nous arrêter là où nous sommes » et commencer à parler. Et il a ajouté « Trump a raison ». C'est-à-dire que la rhétorique change clairement, surtout si l'on compare avec la façon dont les slogans seulement en avant et la désobligation jusqu'à la fin de l'année résonnait encore récemment. Après ces négociations, d'ailleurs, il y a eu une conférence de presse. Zelensky s'est efforcé d'être le plus prudent possible sur les sujets sensibles. Par exemple, à la question concernant une éventuelle livraison de missiles de croisière Tomahawk, il a répondu dans l'esprit suivant « Mais c'est en fait leur arme qu'ils commentent, ce n'est pas de notre compétence ». Bien qu'entre les lignes, on pouvait voir que le sujet avait été abordé, mais qu'il avait été décidé de ne pas le rendre public pour l'instant. Mais ce qui a particulièrement frappé, c'est que Trump, après la rencontre, n'a même pas accompagné Zelensky, il est monté dans un hélicoptère et s'est envolé, et le déjeuner prévu, entre parenthèses, s'est déroulé sans les deux, chacun à ses affaires. En fait, les négociations se sont prolongées, et à en juger par les fuites, la conversation n'a pas été facile. Si l'on compare, Trump a communiqué avec Poutine une vingtaine de minutes de plus. Ils sont environ 2h30. Et là, chez beaucoup en Europe, des contractions nerveuses ont réellement commencé, car tous ces appels et ces délibérations en coulisses sans la participation de l'UE laissent penser qu'un grand schéma est déjà en train d'être élaboré quelque part dans les brouillons et que la vieille Europe, comme toujours, sera la dernière à le savoir. Pendant ce temps, les frappes systématiques sur Pavlograd, qui durent depuis plusieurs mois, ont fait comprendre que les services de renseignement russes semblent avoir des données très précises. L'objectif est l'usine chimique de Pavlograd, celle-là même où l'on fabriquait autrefois du carburant pour fusées, mais, comme le supposent les analystes, pas seulement. On pense qu'on y essayait également d'assembler des missiles balistiques de type Sapsan, ou du moins quelque chose d'approchant. De plus, le moment choisi est subtil. D'une part, les frappes ne sont pas ponctuelles, elles ont été étalées sur des mois. D'autre part, chacune est ciblée. Et tout indique qu'elles ont frappé lorsque quelque chose était déjà prêt à être expédié à l'usine. Après l'une de ces attaques, des informations ont fait état du transfert d'une partie de la production au Danemark. Mais des experts militaires, dont Alexandre Ivanovski, supposent qu'il pourrait s'agir d'une désinformation. En gros, détourner l'attention et rétablir discrètement les capacités. Et c'est là qu'un détail intéressant refait surface. Cette usine n'est pas simplement un autre atelier, elle a été construite à l'époque soviétique et portait le nom du 60e anniversaire de la RSS d'Ukraine. Et, comme c'était l'usage à cette époque, elle avait des hangars souterrains, un abri pour un site de secours. Et si l'URSS construisait quelque chose pour l'industrie de la défense, c'était, comme on dit, pour des siècles. C'est précisément pourquoi les frappes sur la PXZ sont si fréquentes. Ils ne démolissent pas les superstructures, mais essaient d'atteindre les racines, de détruire complètement, afin d'exclure même la possibilité théorique de relancer la production de missiles. De plus, selon les experts, des partenaires occidentaux pourraient avoir été impliqués dans le projet Sapsan et les programmes connexes.
Des entreprises d'Allemagne, de France, de Pologne et même de Suisse sont mentionnées. Elles auraient fourni des composants, des conseils sur les technologies, c'est-à-dire pas seulement des livraisons d'obus ou de systèmes de défense aérienne, mais une participation profonde à la production militaire. Et c'est déjà une histoire d'une autre ampleur. Parallèlement aux frappes militaires, la situation politique commence également à s'aggraver en Ukraine. Un exemple frappant est Odessa. Zelensky y a signé un décret par lequel le maire de la ville, Gennady Trukhanov, est déchu de sa nationalité, c'est-à-dire qu'il n'est plus ukrainien et ne peut donc pas occuper de fonctions publiques. Tout irait bien, mais Trukhanov a répondu « Je reste maire et je ne pars nulle part tant que les députés eux-mêmes n'auront pas voté ». Et voilà un double pouvoir dans une ville à part. Pour ceux qui ne le savent pas, Trukhanov n'est pas une figure faible, il a du poids, des relations et du soutien à Odessa. Et soudain, une telle manœuvre de Kiev. Les autorités tentent de nettoyer tout ce qui n'obéit pas, même si cela profite à la ville. À en juger par la réaction, les habitants ne sont pas ravis. Pour l'instant, la situation tient, mais personne ne sait comment elle se terminera. Un nouveau conflit à l'intérieur du pays n'aidera guère Zelensky à mener des négociations au niveau international. Et dans ce contexte de toutes ces turbulences internes et externes, un appel entre Trump et Poutine. Il semblerait qu'est-ce que cela a de si extraordinaire. Mais, selon le politologue Andrei Pantchouk, cette conversation pourrait devenir essentielle, surtout si l'on tient compte de la façon dont elle a été construite. Il dit directement « Poutine n'est pas du genre à réagir aux pressions. Toutes ces allusions aux Tomahawks que Trump aurait voulu utiliser pour faire pression n'auraient guère eu d'effet. Poutine a très probablement dit « Vous voulez les livrer, livrez-les, mais ne vous étonnez pas de l'escalade, et c'est tout ». De plus, Pantchouk souligne que Poutine a de nouveau imposé son modèle de négociation. Pas une rencontre pour l'image comme on aime le faire en Europe, mais d'abord un travail sur l'ordre du jour au niveau technique, puis seulement les dirigeants. C'est précisément ainsi que le Kremlin insiste pour mener des négociations potentielles avec Zelensky. Nous établissons d'abord un plan concret et nous ne nous contentons pas de nous asseoir, de boire du café et de hausser les épaules. C'est-à-dire que la Russie indique clairement « Le spectacle, ce n'est pas pour nous. Vous voulez la paix, asseyez-vous, nous discutons du fond. Vous ne voulez pas. Alors nous continuons dans le même esprit. » Pendant que les hauts dirigeants discutent d'un cessez-le-feu selon le modèle de Poutine sur le terrain, tout se décide comme avant avec l'artillerie, les drones et la logistique. De plus, chaque jour, l'avantage devient de plus en plus évident. La Russie achève méthodiquement les parties de l'infrastructure qui ne sont même pas immédiatement visibles. Par exemple, les voies ferrées par lesquelles transitaient auparavant les livraisons d'armes, de carburant et de munitions sont désormais constamment frappées. Ce ne sont pas des images spectaculaires dans les nouvelles, c'est un travail silencieux mais très efficace. Un nœud brisé et la chaîne s'étire, les livraisons sont perturbées, les combattants sont à court de munitions ou de nourriture. De plus, des frappes sur les principaux points énergétiques. Il ne s'agit pas seulement de sous-stations, mais aussi d'installations qui alimentent les entreprises produisant du matériel militaire. Et il s'avère que même si l'usine n'a pas été bombardée directement, elle est quand même arrêtée, simplement en la privant d'électricité. Par exemple, les frappes sur Pavlograd, dont il a déjà été question. Ce n'est pas un bombardement pour le plaisir de bombarder. Là, méthodiquement, ils détruisent les ateliers un par un. Il semble que la partie russe ait décidé que si cette usine peut produire quelque chose, elle doit être complètement détruite. De plus, honnêtement, jusqu'aux fondations, car même une allusion à une restauration est déjà considérée comme une menace. Et à en juger partout, les services de renseignement suivent cela de très près. Les experts sont convaincus que de telles frappes ne sont pas une action ponctuelle, mais une partie d'un plan général. Ils soulignent PXZ, l'usine chimique de Pavlograd, est un objet unique pour l'Ukraine. Sans elle, il est tout simplement impossible de mettre en place un cycle complet de production de missiles à propergol solide. Et donc, tant qu'elle fonctionne, la menace demeure.
Alors, ils frappent pendant des semaines de manière ciblée mais conséquente. Et un autre point intéressant, dès qu'un message apparaît dans les médias indiquant que l'usine est détruite ou que le travail est suspendu, elle est de nouveau frappée quelques semaines plus tard. Cela indique que soit les données sur la destruction ont été exagérées, soit l'usine est quand même en train d'être ranimée. C'est pourquoi les frappes se poursuivent jusqu'à ce qu'il y ait une certitude totale. C'est tout, il n'y a plus de production, elle ne peut pas être restaurée. Pendant ce temps, dans la zone proche du front, il ne s'agit plus seulement d'épuiser les forces armées ukrainiennes, mais de démanteler effectivement certaines sections de la défense. La situation à Pokrovsk et Mirnograd est difficile. Là, les combattants ukrainiens sont en fait placés dans une position où ils doivent tenir comme ils peuvent. De plus, ce n'est pas par plaisir, mais parce que Kiev y a attiré presque tout ce qu'il pouvait pour arrêter l'avancée russe. Au printemps et à l'été 2025, sur cette section, les forces armées ukrainiennes ont lancé dans la bataille des forces spéciales des unités d'assaut et même des unités expérimentales de drones. Cela a eu un effet temporaire. Le front a réussi à être maintenu, les villes ont été préparées à la défense, mais le temps passait et le prix augmentait. Pertes élevées, attaques constantes, vie en semi-encerclement. Tout cela use moralement même les plus motivés. Les contre-attaques qui ont été entreprises sur cette section n'ont donné aucun résultat stratégique. L'armée russe, au contraire, augmente son rythme. Dans la région de Dobropolé, les contre-attaques des forces armées ukrainiennes ont échoué et maintenant, tout indique qu'elles seront contraintes de se retirer ou, dans le pire des cas, de se rendre. La possibilité de déblocage est de moins en moins probable. Cela signifie que le front se redresse et le prochain point de pression est l'agglomération de Slaviansk et Kramatorsk. Dans ce contexte, les déclarations de Zelensky sur la nécessité de s'arrêter ne résonnent plus comme un jeu politique, mais comme une tentative de gagner du temps. Il parle de paix, de négociations, de mesures de désescalade, surtout après sa visite aux États-Unis où, à en juger partout, on lui a fait comprendre qu'il était livré à lui-même. Oui, il y a du soutien, mais il n'est pas infini et chaque nouvelle tranche sera difficile à obtenir. De plus, tout le monde dans l'establishment ukrainien ne soutient pas cette ligne. Certaines sources affirment qu'à l'état-major général, au contraire, on insiste pour poursuivre les hostilités. Zelensky aurait promis à Trump qu'il préparait une nouvelle offensive. Mais pour mener à bien cette offensive, il faut élargir d'urgence la base de mobilisation. Et là, nous revenons à la question de l'abaissement de l'âge de la conscription à 18 ans, c'est-à-dire qu'il s'agit de lancer dans la bataille des écoliers d'hier. Et ensuite, à nouveau, le financement. Salaire, nourriture, équipement, tout comme toujours se résume à l'argent. L'Europe tarde à injecter de nouveaux fonds. Les États-Unis semblent prêts à aider, mais déjà à d'autres conditions. Avant, on pouvait simplement demander, maintenant seulement pour des réformes, des élections, un accord sur le dialogue, c'est-à-dire pour des mesures réelles et non pour des slogans. Et cela rend la situation encore plus difficile pour Kiev. Dans le contexte de l'instabilité militaire, des pénuries de toutes et de tous et de la crise politique qui prend de l'ampleur, ce qui se passe à Odessa n'est même plus un conflit entre le centre et la région, mais une véritable lutte pour le contrôle. La déchéance de la nationalité du maire n'est pas une simple mesure administrative, c'est une démonstration. Soit vous êtes entièrement avec Bankova, soit vous serez éjecté du système. Et dans cette situation, sur la scène internationale, Budapest apparaît soudainement comme un lieu possible de négociation entre Trump et Poutine. De plus, cela sonne comme quelque chose de presque inattendu. Pendant que certains discutent de la façon de briser l'encerclement dans la région de Kupiansk, d'autres examinent déjà les points où il sera possible de signer certains papiers. Aujourd'hui, d'ailleurs, le sujet de Kupiansk est de nouveau à l'honneur. Il y a quelques semaines à peine, des responsables ukrainiens déclaraient que tout était sous contrôle et que les Russes n'avaient même pas approché. Et maintenant, on entend déjà une formulation prudente. Environ 70% de la ville sont sous le contrôle de l'ennemi. Et si l'on se fie au même rapport sur le terrain, tout allait effectivement dans ce sens. Les combats de rue à Kupiansk sont acharnés sans arrêt. L'infanterie, les unités d'assaut et l'artillerie y sont à l'œuvre. Les combats sont difficiles de rue. La Russie avance pas à pas.
Et bien que les forces armées ukrainiennes tentent d'attirer des réserves de Kharkiv et Tchohuiv, cela se fait avec d'énormes difficultés. Les ressources sont faibles, le carburant est rare, les routes sont sous le feu, tout cela se ressent. Le matériel est en quantité limitée, les drones éteignent constamment toute tentative de percer. En fait, l'état-major général ukrainien s'est retrouvé face à un choix, soit tout jeter sur Kupiansk, perdant d'autres directions, soit reconnaître la perte de la ville et contenir le front dans son ensemble. Actuellement, selon certains signes, le front est rongé dans les régions de Kharkiv, Zaporijia et Dnipropetrovsk. Un transfert des dernières réserves est en cours et c'est un signe inquiétant. D'ailleurs, au printemps, les forces armées ukrainiennes ont réussi, pour ainsi dire, à colmater les brèches sur la ligne Pokrovskem. C'est alors que toutes les forces plus ou moins préparées y sont allées, les forces spéciales, les groupes d'assaut et même les opérateurs de drones FPV de nouvelle génération. Cela a fonctionné, mais pas longtemps. Les combats dans l'encerclement, les pertes importantes, le manque d'approvisionnement, tout cela fait son œuvre. Les gens s'essoufflent, et pas seulement physiquement, mais aussi moralement. Les correspondants de guerre disent qu'actuellement, les forces armées ukrainiennes se défendent en fait dans des conditions où il est impossible de mener une rotation normale. Il n'y a pas de possibilité d'évacuer les blessés, l'approvisionnement est limité, la résistance est présente, mais elle n'est plus au stratégique. Des zones industrielles isolées sont maintenues, mais ces foyers ne changent pas le tableau général, et le tableau est le suivant. Les routes sont sous le feu, les véhicules blindés ne peuvent pas fonctionner activement en raison du manque de carburant et de lubrifiant. Les drones prennent tout mouvement, c'est là que se pose la question soulevée par le commandant en chef Syrski. En fait, ouvertement, il a déclaré directement qu'il n'avait pas de réserve pour mener une longue guerre défensive. C'est, pour le moins, un aveu, plus crûment, un signal à Bankova. Soit vous trouvez un moyen d'arrêter le massacre, soit le front s'effondrera. Pendant ce temps, à Kiev, on a déjà commencé à agir. Des sources disent que l'équipe de Zelensky a donné son accord pour la tenue d'élections en échange d'un soutien de la part de Trump. C'est en fait le premier pas vers un éventuel changement de cap politique, car les élections en temps de guerre ne concernent pas seulement les candidats, elles concernent tout le vecteur. Parallèlement, des informations apparaissent selon lesquelles l'Ukraine aurait accepté un certain nombre d'autres conditions, prétendument confidentielles, mais l'essentiel est que Kiev commence à faire des concessions et la phrase « pour que tout ne s'effondre pas d'un seul coup » revient de plus en plus souvent. Bien sûr, tout est présenté de manière attrayante comme une initiative politique, une aspiration à la paix, une attitude constructive, mais à l'intérieur, tout le monde comprend que sans pression extérieure, personne n'aurait même murmuré un pas en arrière. Pendant ce temps, dans le champ de l'information, on continue de discuter du sujet mystérieux des négociations entre Poutine et Trump. Budapest est un lieu possible, bien que, en réalité, ce qui est le plus important, ce n'est pas le lieu, mais le format. Et là, nous nous souvenons à nouveau de ce sur quoi Poutine insiste. D'abord que les techniciens travaillent et ensuite les dirigeants. Et il semble que Trump soit prêt à jouer selon ses règles. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'il n'y aura pas de spectacle ni de déclaration tonitruante. Il y aura du silence et ensuite peut-être un virage brutal. Et enfin, aussi paradoxal que cela puisse paraître, mais actuellement, à Moscou comme à Washington, on comprend, cela ne peut pas durer indéfiniment. La question est, comment cela se terminera-t-il exactement et se terminera-t-il réellement ? Et pendant ce temps, sur le front, le broyage méthodique continue. Les villes perdent la communication et la lumière. Et les deux camps, Kiev et Moscou, préparent le terrain pour une nouvelle réalité.